Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous dans Destin de femme sur Sud Radio. Comme tous les samedis à 13h30, vous allez pouvoir découvrir le destin d'une femme française extraordinaire. Et tout cela pour que le combat pour le droit des femmes devienne une cause commune aux femmes et aux hommes. C'est inspiré par le livre au même titre de Valérie Pérez-Henouchi. Alors aujourd'hui dans Destin de femme, on va découvrir ensemble le destin de l'avocate Élise Fabing. Et Élise Fabing est en colère. Alors je dis Fabing mais c'est peut-être Fabin. Ah non, c'est Fabing. C'est Fabing, donc je me suis pas trompée. Élise Fabing, vous êtes cofondatrice du cabinet Alchimiste Avocat et je le disais, vous êtes en colère parce que vous êtes spécialisée dans la défense des salariés de tout genre, surtout des femmes évidemment, et vous nous le racontez ça dans votre livre. Ça commence par la boule au ventre, c'est sorti aux éditions des Arènes. C'est un destin haut en couleur que vous vous façonnez, c'est une évidence. Bienvenue sur Sud Radio, Élise Fabing. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors pour commencer, les 4 questions des invités de Destin de femme. La première, quel destin de quelle femme vous inspire le plus, Élise? Évidemment, Gisèle Halimi. Ah. Sans grande surprise, je suis pas très originale, mais quand on est avocate et qu'on défend la cause des femmes, forcément, c'est un modèle, une héroïne. Et c'est même elle qui m'a donné envie de devenir avocate quand j'étais enfant. D'accord. Parce que vous l'avez découverte enfant. Oui, ses livres, ouais. etc. Et elle m'a toujours fascinée. Et puis plus tard, j'ai trouvé qu'elle était d'une audace incroyable. Elle a réussi à se servir de grands procès pour faire évoluer la législation. Bien sûr. Par l'exemple. Et ça, c'était très fort. Elle n'a pas hésité elle a transformé son métier en outil, quoi. Exactement. Ouais. Au service de la cause des femmes. De la cause des femmes. Il n'y a pas meilleure ambassadrice, du coup, de ce combat pour le droit des femmes. Absolument pas. Alors, votre plus grand succès, Élise Fabing? Mon plus grand succès, alors, c'est difficile, mais je pense que c'est d'avoir une vie professionnelle qui est parfaitement alignée avec qui je suis. Si vous voulez, quand on parle de vie pro, vie perso, je suis celle que je suis parce que je suis avocate et je suis l'avocate que je suis parce que je suis celle que je suis. Et le fait de se lever tous les matins en se disant qu'on se sent utile et aligné et que notre job correspond à nos valeurs, c'est à mon sens inestimable. Et surtout que je croise beaucoup de femmes salariées qui n'ont pas cette chance-là, donc je mesure ma chance tous les jours. Et les frontières sont quand même très poreuses, non? Du coup, entre votre vie professionnelle et votre vie privée, on imagine. Évidemment. Donc c'est pas toujours simple à gérer non plus. C'est pas simple à gérer. Parce que quand on est maman, vous êtes maman. Tout à fait. Quand on est maman, c'est difficile. Et puis, c'est un métier extrêmement exigeant, très prenant, à la fois en temps, mais aussi émotionnellement. Donc, évidemment, en concentration, quoi. En concentration. Donc, évidemment, la frontière est compliquée et on ne peut pas faire ce boulot si on ne l'aime pas passionnément, je pense. C'est sûr. Et alors, alignement, c'est un mot qui revient beaucoup chez les femmes que je reçois. Être aligné, c'est un mot important. Est-ce que c'est un mot que vous entendez beaucoup dans votre profession aussi, justement, de ces femmes qui cherchent l'alignement, en fait? Bien sûr. Et il y en a beaucoup qui vivent des pertes de sens, des pertes de valeur au travail. Et je défends notamment beaucoup de DRH. Qui ont ce gros problème d'alignement, qui ont choisi une entreprise pour les valeurs affichées et qui se rendent compte que c'est pas forcément exactement ça quand elles sont en poste. Donc c'est pas le poste lui-même qui leur pose souci, c'est comment il est inscrit, écrit par l'entreprise, quoi. Exactement. Alors votre plus grande déception, Élise Fabing? Ma plus grande déception, alors il y en a pas mal parce que évidemment à chaque fois que je perds un dossier, c'est une immense déception. Parce que je pense que c'est une déformation pro, mais je suis extrêmement mauvaise joueuse. Et cette injustice, parfois, est très, très, très difficile à vivre. Mais il y a également ma déception du gouvernement actuel et de la façon dont il traite les femmes. Vous trouvez que ça va pas? Non, ça va pas. C'est pas assez. C'est pas assez. On était la grande cause du quinquennat et je vois des réformettes. Mais sur les femmes au travail, sur l'égalité au travail, il n'y a pas grand-chose. Et puis surtout, il y a une vraie casse sociale pour les salariés de façon générale, avec le plafonnement des indemnités prud'homales en fonction de l'ancienneté qui sort du scope de la justice sociale, toutes les boîtes à fort turnover et les start-up. Et puis des indemnités toujours très faibles en cas de harcèlement moral ou sexuel. Et ça fonctionne pas. Et puis on a... ça n'a pas évolué.
Non, ça n'a pas évolué, enfin plutôt défavorablement. D'accord, ça a mal évolué. Ça a mal évolué, et puis on a à côté de ça des indemnisations France Travail qui sont en baisse constante. Là, c'est encore annoncé pour juillet. On a un âge de départ à la retraite qui a été reculé. Donc moi, je me retrouve avec des femmes qui ont des années sans rémunération. Ouais. Alors, et il n'y a pas de réforme un peu macro sur comment on s'occupe de ces victimes, comment on s'occupe de ces salariés qui ont été cassés par leur boîte, qui payent. Et il y en a beaucoup plus qu'on croit, en fait. Hein, c'est ça que vous nous dites aussi. Hein. Alors, moi, j'ai forcément un prisme particulier, parce qu'on ne vient pas me voir quand tout va bien. Bien sûr. Pourtant, ça me ferait du bien. Hein, n'hésitez pas à m'appeler si tout va bien. Je le ferai tous les jours. Merci. Attention. Mais donc, évidemment, j'ai une vision un peu pessimiste du monde du travail et qui n'est pas forcément complètement objective. Mais ce que je vois, c'est que j'ai de plus en plus de dossiers absolument dégueulasses, désastreux, révoltants. Et peu d'actions. Voilà, et mes prises, placards sont pleins. Plein à craquer. Votre plus grande joie? Ma plus grande joie, je pense que ce sont les moments passés avec mes enfants. Et puis aussi, évidemment, c'est ce coup de fil qu'on passe aux clientes ou à la cliente ou au client quand on gagne un dossier, quand on a une super négo. Ça, c'est le meilleur moment de la journée. Alors tout de même, il faut quand même, justement, pour revenir un petit peu sur cette place des femmes dans le monde du travail, c'est une évidence, chers auditeurs, chères auditrices, les femmes sont moins bien payées que les hommes sur leur site de travail respectif. Alors Élise Fabing, vous nous donnez les chiffres INSEE de 22,3% de moins en 2022 pour tout poste confondu, en fait, ce qui est quand même pas mal. Assez énorme. Et puis aussi, elles sont quand même souvent plus maltraitées, quoi. C'est ça que vous dites. En fait, les femmes sont beaucoup plus vulnérables dans le monde du travail parce qu'il y a la grossesse, il y a le harcèlement sexuel, évidemment. Moi, ça fait 14 ans que je fais ce boulot, j'ai jamais eu un mec harcelé sexuellement. Mais paradoxalement... Ça arrive, il paraît, pourtant. Ça arrive, mais alors je n'ai pas vu ça. Et paradoxalement, j'ai plus de clients hommes que de clientes. Parce que les femmes ont plus de mal à passer le cap d'aller voir une avocate. Elles ont tendance à pas se défendre, à Pourquoi ? pas Parce faire... que c'est la position victimaire qui pose un problème aussi, vous pensez ? Je pense, et puis elles n'ont pas l'habitude de prendre soin d'elles, de se défendre. Elles ont l'habitude de penser aux autres, elles vont se remettre en question. Grosso modo, un homme, il va venir me voir quand il a une mauvaise évaluation. Une femme, quand elle vient au cabinet, elle est au bout du rouleau, en larmes, et ça fait des mois qu'elle lutte. Et c'est que son corps lâche. Parce que finalement, elles sont plus fortes mentalement aussi, peut-être, non ? Oui, pour gérer ce genre de situation, quoi. Évidemment, je pense qu'on est plus forte que les hommes, de manière générale. On est plus résilients. C'est vous qui le dites. Alors, vous dites aussi un autre truc, Élise Fabing, c'est que seulement 4% de ces femmes donc, qui sont harcelées portent plainte par peur de conséquences, en fait, sur leur réputation, ou quand l'impunité des agresseurs est quelque chose commune, c'est normal, quoi. Exactement. Et puis... pourquoi elles ont peur de la réputation Parce que derrière, ça leur pose des problèmes ? Bah oui, parce qu'elles travaillent dans des milieux souvent un peu fermés, petits, avec beaucoup de concurrence. Donc elles ont très peur de se faire blacklister de partout. Et c'est d'ailleurs la grosse menace qu'on leur fait. C'est si tu l'ouvres, tu ne trouveras plus jamais de boulot ailleurs. Si tu pars en démissionnant avec que dalle ou avec une petite rupture conventionnelle sans indemnité supralégale, bah là, on s'arrangera pour que tu puisses retrouver. Et donc, si y a des auditrices à qui ça arrive, là, qui nous écoutent, c'est quoi le conseil à faire ? C'est déjà de constituer un dossier, c'est-à-dire de bien tout garder, toutes les preuves, c'est ça ? Et puis quoi d'autre ? Toutes les preuves, de penser à l'enregistrement, parce que maintenant, l'enregistrement est recevable au civil. Donc, l'enregistrement, surtout pour les cas de harcèlement sexuel, extrêmement utile, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'écrits. Et puis, c'est de susciter l'écrit, même avec les collègues. Et puis, c'est d'alerter par écrit aussi son employeur, parce que ça, on va en avoir besoin dans le dossier. Et donc, un maximum de traces écrites, quoi. Voilà, un maximum de traces écrites, et puis surtout de ne pas rester seul, de se faire entourer, d'en parler. Et de ne pas faire traîner trop longtemps non plus l'histoire. Bah bien sûr, et puis... Après, il faut le temps de constituer le dossier, Il faut le temps de constituer le dossier, donc ça prend quand même, je dirais, environ entre 1 et 3 mois. Donc il faut tenir quand même 3 mois. Il faut tenir un petit peu le coup, mais souvent, elles ont un problème de diagnostic, ces femmes. Elles n'osent pas dire, elles ne savent pas dire pourquoi elles sont mal. Et j'ai des clientes qui arrivent avec des textos, n'importe qui pourrait leur dire, bah oui, c'est du harcèlement sexuel. Mais elles ont besoin de mon avis d'experte pour se sentir rassurées. À partir de quand c'est du harcèlement ?
Alors ça, c'est C'est une question qu'on se pose tous parce qu'il y a un problème sociétal objectif en ce moment. Bien sûr. Ouais. Alors, le harcèlement, déjà, moi, ce que je dis toujours, c'est que quand on commence à aller au boulot avec la boule au ventre, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, le harcèlement, c'est une question de ressenti. Et ce sont des agissements répétés qui vont, si vous voulez, détériorer les conditions de travail et éventuellement porter atteinte à la dignité, à la santé du salarié, pour le harcèlement moral. Donc, il faut des agissements répétés. Mais en fait, c'est un droit c'est une définition qui est très jurisprudentielle. Mais par exemple, une mise au placard, c'est du harcèlement. Une surcharge de travail, des heures supplémentaires non-stop, c'est du harcèlement. Donc ça, c'est défendable devant les prud'hommes, quoi. Bien sûr, bien sûr. Après, il faut constituer le dossier, constituer les preuves, mais ça se fait. Et c'est quoi les discriminations principales qu'on vous donne, que vous voyez arriver dans vos bureaux? Donc c'est discrimination sexiste. Sur les discriminations sexistes, il y a évidemment la discrimination salariale, les écarts de salaire. Moi, j'ai des dossiers sur des salariés membres de Comex avec des différences de 30% sur des postes équivalents, voire avec des femmes qui ont un score plus large. 30%. C'est énorme. 30%. Après, il y a évidemment la discrimination à la maternité, parce que ça, c'est quelque chose que les femmes vivent. L'absence de promotion sous couvert de bienveillance. T'as besoin de passer du temps avec ton bébé. Peut-être que c'est pas le bon moment pour toi de postuler pour ce poste, pour cette promotion, etc. Et puis la discrimination des femmes seniors, qui est un vrai fléau, et j'en ai de plus en plus. Des femmes à qui on dit... après 50 ans, quoi. Après 50 ans, t'es ménopausée, tu peux plus rien vendre, faut que tu dégages. À texto, on leur dit ça? Texto, mais bien sûr. Oh là là. C'est d'une violence crasse, parfois. Bon, écoutez, on parle vrai sur Sud Radio, c'est Destin de femme. On est avec Élise Fabing qui a écrit un livre qui s'appelle Ça commence avec la boule au ventre. C'est une avocate qui lève le tabou de la souffrance des femmes au travail. Et on peut, clairement, il y a une grosse souffrance. Donc, auditrice de Sud Radio, si jamais vous avez de ce genre de soucis, n'hésitez pas à contacter Élise Fabing. Et surtout, vous restez avec nous, on revient tout de suite. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Si vous nous rejoignez, bienvenue les copines, les copains dans Destin de femme sur Sud Radio. C'est l'émission du féminisme positif, c'est-à-dire le féminisme qui crée le lien au lieu de cliver, tout simplement. Aujourd'hui pour vous, l'avocate Élise Fabing, qui est cofondatrice du cabinet Alchimiste Avocat et qui est spécialisée dans la défense des salariés de tout genre, mais surtout des femmes. Son livre Ça commence par la boule au ventre est sorti aux éditions Les Arènes. Alors, un autre des sujets qui vous tient à cœur, Élise Fabing, quand il s'agit du droit des femmes au travail, vous avez commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, c'est la discrimination face à la maternité. Alors vous le dites dans votre livre, une femme sur 10 cache sa grossesse le plus longtemps possible par crainte de la réaction de son employeur. On hallucine complètement quand on lit un truc comme ça. Ouais, alors nous au cabinet, on a dû devenir des expertes de la robe chasuble, de comment cacher sa grossesse, parce qu'évidemment, on n'a pas d'autre choix que de conseiller à nos clientes parfois de planquer, parce qu'elles sont en attente d'une promotion, d'une augmentation, et nous, on sait très bien que si elles annoncent leur grossesse, il y a de fortes chances pour qu'elles n'aient pas accès au poste. C'est fou. Mais c'est quoi? C'est une chance sur deux ou on en est là? Il n'y a pas de statistiques, mais pareil sur les emplois précaires, par exemple. Après, sur la période d'essai. Pardonnez-moi, je me fais quand même l'avocat du diable. On est un patron, on a un Comex, il y a une place qui se libère, on a besoin de quelqu'un d'engagé dans l'entreprise à 250%. La femme qu'on engage est enceinte. Bon, on se dit qu'elle va quand même planter le poste dans pas longtemps, pendant un certain nombre de mois. Pas très longtemps quand même. Combien de temps? Ah non, mais je me fais l'avocat du diable. 3 mois et demi. C'est que dalle à l'échelle d'une boîte par rapport à un talent. Ok. C'est ça que vous lui répondriez au patron? Bien sûr. En question. Et puis surtout, moi, parce qu'il y a un problème de performance pour l'entreprise en question aussi. Il y a un problème de performance, mais après, on peut remplacer quelqu'un, mettre quelqu'un en intérim. On peut s'organiser, surtout dans une grosse boîte dans laquelle il y a un Comex. Ok. Et puis, un poste de Comex, c'est un poste de vision. Un intérimaire en Comex, on n'a jamais vu, je pense, pour l'instant. Non, mais un intérimaire, je veux dire, quelqu'un qui va occuper le poste. Oui, j'avoue, c'était bien. En intérim, mais bien sûr, on peut s'organiser et ça ne doit pas être une absence. Donc, c'est pas valable, quoi. Non, mais évidemment que c'est pas valable. Et puis, moi, je suis pour un congé paternité qui serait de durée égale, évidemment. Évidemment, pour gommer cette différence de carrière. Qui se retrouve en fait à la fin, au moment de la retraite, en fait. Mais bien sûr, qui se retrouve au moment de la retraite. Et puis surtout,
qui n'a pas qui crée déjà une inégalité, à mon sens, au sein du couple, puisque c'est la mère qui ne va pas travailler, donc qui va s'occuper du nourrisson, et le père qui retourne au boulot assez rapidement, et qui a moins de liens, et qui va pas forcément rattraper ensuite la charge mentale qu'a sa conjointe sur l'éducation, le soin de l'enfant. Alors, il y a aussi cette réelle pression sociale, sociétale, sur le statut de la jeune mère qui doit rester productive, c'est-à-dire 3 mois et demi, c'est quand même assez court quand on vient d'enfanter. Moi, je peux témoigner, ayant un enfant, c'est compliqué. C'est une vision de laquelle il est difficile de se détacher. Vous-même, vous en avez fait l'expérience, d'ailleurs, Élise Fabing. Comment on fait pour gérer cette pression, justement, et réussir à quand même faire les choses de manière plus ou moins correcte ? On s'épuise. Enfin, moi, personnellement, je me suis un peu épuisée. C'était une période pour mon deuxième enfant, ça a été une période extrêmement épuisante. Mais c'est surtout que je pense qu'on se met la pression aussi toute seule, parfois. Et puis, on a tellement peur de montrer nos faiblesses, parce que quand on est une femme et qu'on est arrivé à un certain point de notre carrière, on est presque reconnaissante. Et donc montrer toute faiblesse, ce serait reconnaître qu'on la mérite pas vraiment, notre place. Et ça, c'est compliqué. Parce que les hommes, ils sont pas reconnaissants ? Beaucoup moins. Beaucoup moins, je pense. Et puis, il y a beaucoup de... Enfin, je vous parle évidemment de ce que je peux observer. Il y a moins de remise en question. Une femme... Il n'y a pas de sentiment d'imposture, quoi. Bien sûr que non. Alors que une femme, elle a beaucoup plus le syndrome de la bonne élève. Cette volonté d'être une Wonder Woman, elle va se remettre en question en permanence. Et elle a beaucoup plus de mal à accepter que parfois, le mauvais traitement qu'elle subit, il est systémique. Pas lié à elle, ni à sa performance. Mais c'est difficile de se dire que c'est pas de notre faute, quoi. Bien sûr. Alors, pour revenir à votre propre expérience, vous, Élise Fabing, vous êtes avocate. Avocate, c'était vraiment sans savoir la spécialité depuis le départ, vous le dites, vous avez lu Halimi très jeune, ce qui est bravo, parce que moi, j'ai pas lu Halimi à 8 ans. C'est votre chemin, à 8 ans, mais... évidence, quoi. Oui. Votre chemin évidence depuis là. Vous jouiez à l'avocat, au juge, tout ça, j'ai vous avec raconté les Playmobil, avec les Barbie, et toujours quelqu'un qui allait en tôle. Vous avez essayé le conservatoire, mais finalement mon nom, et puis avocate, quoi. Oui, avocate. On vous a quand même montré un peu un autre chemin en vous disant il y a ça aussi, et puis c'était... Oui, mais et même, j'arrête pas d'accompagner des femmes qui sont en reconversion, qui réfléchissent. Et à chaque fois, je me dis, oh là, moi qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Et j'ai pas d'idée. D'accord. Vous êtes heureuse là où vous êtes, quoi. J'adore. Et alors, c'est un stage qui a révélé le début de votre voix. Et alors, c'est un stage de votre voix pour la défense des salariés au travail. Quand la maître de votre stage vous a insulté carrément quand vous lui avez apporté votre arrêt de travail, parce qu'elle voulait tout simplement pas que sa responsabilité soit engagée si elle vous forçait à travailler, ce qu'elle allait faire en fait. Bien sûr, évidemment. Voilà. Et là, tout d'un coup, boum, révélation. Voilà ce que je vais faire dans la vie. Oui. Parce que le travail, ça touche à tous les domaines de la vie privée. Moi, je peux l'observer. J'ai mes clientes victimes. Elles peuvent divorcer. Ça peut avoir un impact énorme sur la santé. C'est quelque chose de quotidien et d'essentiel. Et il fallait un peu de justice là-dedans. J'avais envie que ce soit mon combat. Vous êtes une combattante de la lumière ? Bien sûr, je suis une combattante. Et je suis une révoltée. Et en colère. Et en colère, toujours. Avec le sourire. Avec le sourire, parce que sinon c'est épuisant, c'est fatigant. Aussi. Et c'est important. Je suis en colère, mais je suis optimiste. Et on peut être en colère et optimiste, c'est intéressant. On peut être en colère et optimiste, évidemment. Et il faut être optimiste pour faire mon métier, sinon c'est trop dur. Quand on raconte cette histoire de cette maître de stage qui est une femme, qui est une avocate installée, etc., on a envie de dire quid de la sororité, quoi, parce qu'on n'arrête pas de nous bassiner avec la sororité, mais... la sororité, j'adorerais. Puis j'ai heureusement un réseau de femmes très très aidant. J'ai aussi beaucoup d'alliés hommes. Alors les hommes sont féministes, faut le dire. Oui, pas tous. Non, mais ils peuvent. Et heureusement. Et heureusement, parce que je vois pas comment un homme pourrait être contre l'égalité femmes-hommes. Surtout que ça fait avancer ses propres droits à lui. Faut pas l'oublier, ça aussi. Voilà. Mais non, la sororité, c'est compliqué dans le milieu professionnel parce qu'on est aussi élevé pour être des rivales, toutes, entre femmes. C'est la compétition. Et puis, il y a aussi
cette tradition, alors particulièrement au barreau, de j'en ai bavé pour y arriver, donc je te laisse pas, je vais te faire baver, je te laisse pas la place aussi facilement que ça, quoi. C'est un petit rite initiatique. Est-ce que c'est pas comme ça dans tous les métiers très exigeants? Peut-être. Je suis pas sûre que ça soit tellement lié aux femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai l'impression que pour les femmes, c'est particulièrement prégnant. C'est un truc vraiment plus évident. Ouais. Je pense qu'elles sont en plus parfois plus sensibles à la pression et à l'emprise qu'on peut leur mettre. Ce fameux mentor tout puissant. Et il y a aussi le regard qu'on porte sur nous-mêmes, nous en tant que femmes, nous les femmes, sur l'argent. Ça m'intéresse aussi. Vous dites que notre rapport à l'argent, il est souvent faussé quand il s'agit de nous faire payer. C'est vrai. C'est quand même très bizarre, ça aussi. C'est-à-dire qu'on négocie pas nos salaires en arrivant, quoi. Extrêmement peu de femmes le font. Et d'ailleurs, c'est une des réponses des entreprises lorsqu'elles viennent demander à ce que leur salaire soit aligné sur celui de leurs homologues masculins. C'est bah oui, mais lui, il a négocié son salaire à l'arrivée, alors que toi, non. Donc il a plus, donc c'est difficile de rattraper le gap maintenant. Et puis même donc, mesdames, négociez vos salaires. Mesdames, négociez vos salaires, et même sur la négociation de départ. Autant un homme va en vouloir toujours plus, tant j'ai des femmes, quand je finis de rédiger leurs requêtes, qui me disent « Ah non, mais là, ils disent on demande trop, je suis pas à l'aise. » Donc en fait, il faut devenir à l'aise avec ses propres prétentions, quoi, parce qu'on sait qu'on connaît nos capacités et on sait combien ça vaut, en fait, tout bêtement. Exactement. C'est les faits, quoi, qui changent, qui sauvent. Quand vous êtes avocate, c'est sur les faits que vous vous basez. Sur les faits et aussi sur le risque réputationnel. Évidemment, c'est quelque chose qui permet de transiger bon nombre de dossiers. Alors, Destin de femme, chères auditrices, chers auditeurs, vous le savez, puis je l'ai expliqué à Elise Fabing aussi, c'est un féminisme d'un nouveau genre, mais pas si nouveau que ça. On enfonce un peu des portes ouvertes, parce que tout simplement, on dit que c'est avec les hommes que le combat pour le droit des femmes avancera, en le faisant devenir une cause commune. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous, ça? J'ai eu dans ma vie beaucoup d'alliés masculins. À la soirée de lancement de mon livre, beaucoup de mes clients sont venus. D'accord. Il y en a quand même certains qui me demandent pourquoi j'écris pas sur eux aussi. Je vais le faire. Mais vous allez écrire sur la souffrance des hommes au travail? Non. Vous allez faire autre chose? Je vais faire autre chose. Mais, un petit roman? Je sais pas, on verra. On a rendez-vous la semaine prochaine, comme toutes les semaines, évidemment. Destin de femme le samedi 13h30 et c'est excellent, 19h le dimanche. Je vous embrasse, chers auditeurs, à très vite. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Avec le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France.